Salut, c'est Q, l'épisode sur l'actualité au 8 mars 2026, enregistré le 9 parce que j'ai manqué un peu de temps cette semaine encore avec les effets du Sécure se poursuivent. J'ai pas le temps d'avant, donc continuer à ramasser ce que j'ai déplacé pour l'organisation de l'événement. Bref, grosse semaine encore. Commençons par les Chemes Plug, 31 mars au 2 avril, InCyber en France, lequel je vais aller. Si vous y êtes, faites-moi signe, on peut aller prendre des pintes, jaser, prendre un café. Podcast aussi, pour ceux que ça peut intéresser d'enregistrer les épisodes là. 14 au 17 avril, BotConf, ou également en France. Je vais faire les deux, probablement les deux blocs en même temps, et donc ça va laisser des espaces à rencontrer des gens, encore une fois. Si vous voulez prendre des pintes, si vous voulez prendre des cafés, si vous voulez jaser, faites-moi signe, ça va me faire énormément plaisir de vous y croiser. 20 au 22 avril, j'irai donner une conférence à ITSec à Saint-Hyacinthe. Code rabais dans les show notes si vous avez un beau 15% de réduction sur votre inscription. 28 et 29 avril, CyberEcho, Cyberconférence. Également, je vais aller, dans ce cas-ci, participer pour enregistrer des podcasts comme l'an dernier. Ça va être super génial. J'avais eu énormément de plaisir. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens que je connais un peu moins. Fait que ça me permet de justement raffiner mes connaissances puis de voir plein de choses. 9 au 17 mai, NordSec, également même chose. Je vais enregistrer le panel encore cette année. J'espère encore sur la grande salle. Ça avait été vraiment très chouette, cette espèce de dialogue-là qui avait eu lieu. J'aime beaucoup ça aussi, ces échanges-là entre plusieurs personnes. Ça donne une saveur. On l'a vu un peu au Sécure. C'est vraiment très le fun de voir fleurir toutes ces belles connaissances et ce beau savoir-là. 3 au 5 juin, le Styx en France. J'espère ne pas rater mes inscriptions cette année. Ben bref, je touche du bois, on verra si je suis encore dans la poisse. Bref, 19 septembre, BISA de Montréal. Encore là, je vais encore avoir l'occasion d'enregistrer avec les conférenciers. Ça me fait énormément plaisir parce que j'ai encore l'occasion de rencontrer des gens que je connais pas dans le domaine. Et aussi étonnant que ça puisse paraître. Donc bref, ça me permet de rencontrer des gens super intéressants et vifs d'esprit. Je trouve ça super chouette. 1er au 3 décembre, InCyber à Ottawa. Probablement enregistrer des podcasts là aussi. Des choses sont en train de se dessiner. J'ai très hâte de voir comment ça va se matérialiser. C'est un petit peu loin. Et le 24 et 25 février, le Sécure revient à la même endroit, ou à la nef encore une fois, puis sur 2 jours. Fait qu'on a très très hâte de réexécuter encore cet événement-là. On a eu beaucoup de plaisir cette année. Je pense qu'on va avoir encore plus l'année prochaine. On est en train de changer encore des formules, on raffine des choses. On a beaucoup de plaisir. Si vous avez des inputs à nous donner, donnez-les pour qu'on puisse améliorer l'événement parce que ça sert à tout le monde. C'est pour la communauté qu'on travaille ces choses-là. Et normalement, l'événement Blackout devrait être encore adossé au Sécure l'an prochain, donc probablement les jours qui précèdent, mais ces nouvelles-là vont être confirmées dans les prochaines semaines. Commençons avec les nouvelles. Très particulier cette semaine. Ce qui est la semaine passée, au moment de l'enregistrement, tout le volet IA, la grosse chicane entre Anthropic et le Pentagone, ou le département de la guerre, peu importe comment on veut nommer ça, je comprends pas trop, mais bref, cette énorme chicane-là sur le fait qu'Anthropic aurait dit non, on veut pas que vous utilisiez ça pour la guerre, ou en tout cas certains éléments associés à la guerre. Chicane, à ce jour, l'ordre exécutif de bannir Anthropic du gouvernement américain a été lancé, lequel Anthropic conteste en cours. De son côté, OpenAI aurait dit qu'il y avait les mêmes lignes rouges, mais aurait signé avec le Pentagone. Donc, on est dans un contexte assez particulier globalement. Puis, c'est le temps de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, comment on voit l'intelligence artificielle dans le côté militaire, comment ça se fait. Là, les lignes rouges qui ont été citées abondamment la semaine passée, c'est la surveillance de masse des Américains et les armes automatiques. Et encore là, il faut faire très attention parce que Anthropic a semblé être vertueux la semaine dernière, mais quand on lit attentivement ce qui est écrit, ils ne sont pas si vertueux que ça, même s'ils ont refusé à ce stade-ci. Ça les fait paraître plus gentils qu'ils sont vraiment. Donc, allez lire quand même l'ensemble des communications. Je mets beaucoup dans les show notes d'informations comme ça. Et de ça, 900 employés de Google et OpenAI ont réclamé que ça sorte du militaire. Donc, il y a eu des pétitions qui se signent, il y a des choses qui se font. Il y a des prises de position. Il y avait des gens à certaines époques qui étaient justement saluaient le fait que plusieurs grandes compagnies américaines, dont les GAFAM, avaient mis explicitement dans leurs éléments le fait de leur clause ou leur principe de ne pas travailler avec l'armée.
Beaucoup ont laissé tomber ces clauses-là depuis. Les temps changent. La guerre qui a lieu actuellement, les tensions géopolitiques et tout ça viennent modifier énormément le regard sur les choses. Donc, c'est à regarder, c'est à faire valoir, se faire une opinion juste et équilibrée par rapport à ça et se positionner justement pour voir qu'on est dans un monde meilleur devant nous et pas un monde pire où on va être contrôlé par les machines et où les machines vont être tellement puissantes sur nous, ils vont offrir tellement de contrôle, donc ce ne sera pas un élément qui me semble positif dans lequel je pense que comme société, on désire aller. Donc, bref, faites valoir vos voix justement pour qu'on puisse avoir un réel monde meilleur devant nous. Bref, c'est un peu ça l'objectif. Sous-section suivante de la sécurité qui disent il y a eu un petit combat entre Anthropic et OpenAI encore. Ils se chicanent beaucoup, ça a l'air, en tout cas, ils se confrontent beaucoup sur le fait de trouver des vulnérabilités à l'aide de leur intelligence artificielle. Les deux l'ont sorti, en ont sorti chacun. OpenAI en avait sorti un d'ailleurs il y a quelques mois de ça, l'a renommé sur Codex Security maintenant. De côté d'entreprise, c'est Cloud Code Security qui sont là. C'est intéressant, ça l'amène des facettes intéressantes, mais la plupart des analyses montrent à quel point c'est encore des produits qui sont immatures, qui ne sont pas capables d'avancer, même s'ils font des publicités ou des annonces très spectaculaires. 300 bugs trouvés dans telle affaire ou choses comme ça. Les tests terrain montrent que c'est lent, c'est coûteux et les résultats ne sont pas si spectaculaires que ça, comme on pourrait, en tout cas, les communiqués de presse prétendent. Donc, soyez prudents, ne voyez pas la fin de votre travail en cybersécurité arriver à cause de ces éléments-là. Même si les marchés ont pris panique l'autre semaine, la réalité, on n'est pas tout à fait là. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans la tête des gens sur qu'est-ce que l'AI fait, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire. Donc, ça crée beaucoup d'instabilité sur les marchés. Donc, c'est très, très fascinant tout ça, comment ça se déroule. Mais bon, soyez prudents. Il n'y a pas de révolution qui est sur le point de commencer, en tout cas, mais sachez que ces outils-là existent et qui peuvent vous aider et dans la mesure où vous êtes capable de les tester et d'aller tester jusqu'où ça peut aller pour vous autres, mais vous êtes des gains importants pour votre travail. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Ce n'est pas tout le temps les mêmes mesures qui amènent les gains de productivité. Des fois, on a des illusions de gains de productivité. Il y a plusieurs d'ailleurs études qui ont démontré que, notamment, les développeurs ont l'impression qu'ils gagnent du temps quand ils ont des analyses sérieuses et mesurées, qui perdent plus de temps à utiliser le AI que dans le gain. Donc, bref, il faut être prudent dans l'analyse des choses et avoir une analyse très quantitative qui nous permet vraiment de mesurer les améliorations, puisqu'il y en a, mais il faut que ça soit aux bonnes places et que ça soit bien fait. Contrairement à ce que le discours marketing dit que c'est partout, la réalité, c'est pas partout, c'est dans certains secteurs précis ou certaines fonctions spécifiques qui sont avantageux. J'ai sorti un podcast avec Davy il n'y a pas longtemps qui était justement un peu ce regard-là, un peu recalibrer le regard par rapport à tout ça. L'autre sous-section, plus vite que la vérification, c'est un regard sur la façon que les gens utilisent notamment les agents, notamment le code ou ces différents éléments-là du AI et à quel point c'est pas encore là aussi au niveau du code, c'est pas parfait. Il y a un cas de démonstration que Claude s'est sorti de sa propre prison, de son sandbox, pour exécuter ce qu'il a à faire. Et ce qui est important à retenir, puis l'article est très intéressant pour ça, parce qu'il démontre que quand on donne une mission au AI, le AI va y aller de façon aveugle. Il y a eu beaucoup de petits cartoons comiques qui relataient ce genre de choses-là que, dans le fond, les humains vont détruire parce qu'on va demander au AI de se faire du papier et la seule chose qu'il va faire, il va finir par détruire l'humanité parce qu'on nuit à la création ou à la production de papier. Et donc, ça fait juste cette espèce de course-là à l'infini. On est encore dans cet univers-là où le AI n'a pas de compréhension réelle, parce que les gens qui pensent que c'est intelligent, je pense que ce serait le temps que vous ayez comme un fact-check, parce que clairement, c'est pas intelligent. Donc, mais ça va exécuter. Mais c'est intéressant dans cet exemple-là, c'est de voir à quel point le AI est capable de chercher, de trouver toutes les petites places qui vont être capable de faire réaliser ses objectifs. Et c'est là où on va voir en sécurité notamment des gains importants où le AI va être capable de chercher, de trouver les petits knick-knacks de mauvaise configuration, parce que si on lui donne une mission, il va l'exécuter, il va faire tout ce qui est dans son pouvoir et sa connaissance pour l'exécuter. Donc, c'est intéressant. Il y a des gains, mais jusqu'à présent, on le voit
peu dans l'usage d'attaques offensives, mais j'ai l'impression qu'on va le voir parce qu'ils sont très efficaces pour trouver des façons de contourner des systèmes de sécurité. Puis ça, c'est un super bel exemple de choses comme ça. Un développeur a perdu 2,5 années d'enregistrement qui ont été effacés dans la base de données par Claude Code, à l'occurrence. C'est un rappel, puis ça me fait toujours rire ces affaires-là parce que c'est pas la première fois que des codeurs perdent des données ou que les AI n'écoutent pas et on s'entête encore à laisser des trop de puissance à ces outils-là, trop de capacité, pas de puissance, mais de capacité. Et on s'étonne ensuite que ces outils-là vont détruire des informations parce qu'ils ne comprennent pas ces outils-là, mais bref, puis ils ne respectent même pas les directives qui leur sont données. Fait qu'il faut que la boîte dans laquelle on met n'a pas de fuite, donc ils ne peuvent pas sortir de sa boîte-là. Donc, c'est cette boîte-là et non le fait de lui dire ne le fais pas qui va l'arrêter dans les actions. Donc, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a un changement de paradigme à avoir, puis arrêter de prendre que c'est un être vivant capable de raison. C'est pas capable de raison, c'est pas fait pour ça. Donc, étonnez-vous pas, ça efface des choses. C'est un peu comme Claude-là aussi, pas Claude-là, OpenClaw, excusez, qui, effectivement, ce même genre de choses-là, il y a trop de puissance, donc on va être capable de générer des problèmes immenses pour les humains qui les utilisent. Donc, soyez prudents, c'est pas encore tout à fait prêt, ces technologies-là. Les 2 derniers articles de cette sous-section-là sont intéressantes parce que il dit essentiellement une, puis allez lire l'article au complet, là, parce que le but, c'est pas d'en faire le résumé ici, mais c'est vraiment d'en prendre les bouts importants puis de piquer votre curiosité. Il parle essentiellement que le LLM n'écrit pas du code, il écrit du code plausible, du code correct, il écrit du code plausible. Et c'est très intéressant cette nuance-là parce que c'est effectivement ça qu'il fait. Il fait juste donner des choses plausibles. Donc, ça explique partiellement les hallucinations parce qu'il va vous donner quelque chose qui est plausible, nous faire croire que c'est vrai. Puis même dans les textes qu'on lit, il nous donne des explications qui ont l'air plausibles, mais qui sont généralement factuellement fausses. Donc, il faut vraiment vérifier. Puis c'est intéressant dans un contexte du code parce qu'effectivement, il arrive à l'objectif, mais le chemin par lequel il peut passer était parfois étrange et très étrange pour l'avoir utilisé. Il faut vraiment le contrôler, donc il faut vérifier énormément. Et l'autre côté, c'est le fait que la capacité de générer du code du AI est tellement grande qu'on est en train d'avoir une dette de vérification. Donc, on n'est pas capable de vérifier à la même vitesse que le code se génère. Donc, on épuise les équipes à faire de la vérification constante du code qui est généré par du AI et ça ne leur donne pas suffisamment de temps pour respirer et être capable de digérer tout ce que ça fait. Usage pas si sécuritaire, là, bon, ça c'est au niveau des docteurs. Il y a New York qui veut interdire l'usage des AI pour le médical, le légal, l'engineering et toutes les professions protégées en quelque sorte. Puis c'est intéressant de voir comme ça parce que il y a peut-être une admission que ces professions-là s'appuient énormément sur le fait de cet apprentissage-là qui va avec ces types de professions-là. Le fait qu'ils font des stages, le fait qu'ils ont de l'internat, bref, ils ont tout un chemin qui les amène à la maîtrise, que le AI n'a pas ce chemin-là, donc n'a pas cette compréhension-là inhérente et sous-jacente à ça, et donc, dans les faits, le AI n'a aucune compréhension. Et de l'autre côté, il a été démontré que des assistants docteurs sont capables d'être trompés facilement avec du prompt injection, des cassés, des jailbreakés. Donc, on est capable de leur faire prescrire des choses qui n'ont aucun sens ou leur faire prescrire de la médication qui n'est pas nécessaire ou qu'on voudrait. Et et tout ça. Fait que, c'est très intéressant de le voir de cet angle-là. Et donc, c'est pas tout à fait prêt encore comme technologie. Puis, soyez très prudent si vous allez chercher des conseils médicaux de ces agents-là, parce qu'il va chercher à vous plaire de toute façon. Donc, on est dans un contexte un peu étrange de ce côté-là. Les agents, c'est intéressant puisqu'on voit encore des failles d'OpenClaw qui exposent des risques. Il y a des incidents, ça pose de la pression. Fait qu'il faut pas se presser à prendre ces technologies-là, contrairement à ce qu'il y a comme une espèce d'urgence, parce qu'on on a l'impression qu'on va rater le train. Mais essentiellement, on va rater un train qui est en train de se rentrer dans un mur. On est peut-être mieux d'attendre ou de jouer prudemment avec ces technologies-là pour ne pas se blesser. Puis un des exemples qui est intéressant, c'est Chrome Gemini permet d'activer la caméra et le micro à distance de la personne par de l'injection. Donc, ça permet de voir que ce qu'on pouvait présumer qui était relativement sécuritaire ou protégé ne l'est plus autant. Parce que le AI est capable d'intervenir au nom de la personne et on est capable de manipuler ce AI-là pour arriver à des objectifs qui
qui sont toxiques. Fait que essentiellement, ça l'amène d'autres problèmes. Fait que tout ça est fascinant. Fait que soyez encore très prudents. Je suis encore dans l'énorme prudence de ces technologies-là. Il y a des avantages immenses, mais il faut y aller à une vitesse et il faut maîtriser le contenu ou le fonctionnement de ces technologies-là pour en tirer un bénéfice réel et de ne pas se faire mal au passage, parce que j'ai bien l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont se faire mal, il y a beaucoup de gens qui vont perdre énormément d'argent. Et ça me peine un peu parce que c'est généralement des gens plus vulnérables qui vont tomber dans des pièges, comme les cas de fraude à l'heure actuelle. Mais le AI va amener ces gens-là à être beaucoup plus fragiles à la fraude, donc beaucoup plus facile à voler de l'argent, souvent sur des personnes genre âgées qui sont un peu plus vulnérables ou moins de connaissances de ces technologies. Bref, soyez prudents. Et soyez prudents avec votre entourage. Changement en sortie des sous-sections, le plus général au niveau du AI, au niveau de la superpuissance, de la surveillance et le contrôle des masses. Dans le fond, essentiellement, le AI est en train de se transformer pour devenir du contrôle de masse. On le voit aussi en Chine, beaucoup comment c'est appliqué. Et c'est en train de se passer aux États-Unis à l'heure actuelle, devant nos yeux, et on agit peu ou pas. On est peut-être plus concentré sur l'objet brillant qu'on est capable de discuter avec, et non sur la capacité de l'État de manipuler des grands nombres de données, de sortir des conclusions qui sont assez brutales et qui, dans les faits, nous retirent certains droits qu'on croit fondamentaux, en tout cas, bref, qui, selon mon éducation, sont fondamentaux. Donc, sont en train de disparaître ou de s'égrener tranquillement avec le temps. Donc, on perd un peu ces aspects-là. Fait que c'est un peu inquiétant. Fait que de regarder, de voir comment on aborde le côté législatif du AI pour être sûr qu'on l'encadre correctement à la bonne place. Et la non-législation, le non-loi est un problème en l'occurrence ici. Et ça ne ralentira pas l'innovation, ça va juste le diriger à des endroits où on veut que ça s'en aille comme société. Les deepfakes est en train de tout briser les modèles de vérification d'identité. Dans un contexte où on est dans un univers où l'État cherche de plus en plus à contrôler, à savoir l'identité des gens, l'âge, ainsi de suite pour l'accès à Internet, ce qui est une très mauvaise chose. Puis j'ai des points plus loin là-dessus. Le deepfake vient contrer ça. Fait qu'on est comme en train de développer deux stratégies. Un, pour aider les malfaiteurs à se faire passer pour quelqu'un qui ne sont pas, et de l'autre, d'aider les citoyens qui sont légitimes mais qui se trouvent contraints par des lois trop invasives d'utiliser les mêmes technologies que les malfaisants et de contourner le système. Fait qu'on est comme dans un système où on apprend aux gens à contourner le système. Fait que j'aime pas beaucoup ça parce que c'est pas la meilleure stratégie pour arriver à un système qui est sécuritaire, stable et une société qui est paisible. Mais bon, bref, ça a l'air que c'est plus fort que nous d'aller dans cette direction-là. Essayez de convaincre votre député ou votre représentant et d'amener dans des discussions qui sont beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus modernes en termes d'idées, somme toute. CyberStrike AI, un outil d'automatisation d'attaque offensif. Là, je parlais tantôt de cette capacité-là du AI de trouver toutes les petites failles dans un système, mais dans ce cas-ci, CyberStrike est un amalgame d'outils qu'on utilise normalement en cybersécurité offensive pour attaquer ou pour détecter ou pour essayer de casser. Donc, c'est un assemblage de ça avec la capacité du AI de tester, d'aller beaucoup plus loin. Fait que ça va être intéressant de voir comment tout ça va évoluer, mais c'est très sérieux maintenant. Il n'y a plus tellement de doute à avoir que le AI s'insère énormément dans la sécurité offensive et en espérant qu'on soit capable de suivre avec la sécurité défensive pour être équivalent, puisque c'est toujours à armes égales qu'il faut se battre. Cour suprême américaine a statué ou a refusé littéralement d'entendre un appel sur le fait du droit d'auteur sur les œuvres générées par du AI, essentiellement aux États-Unis, puis c'est comme ça aussi un peu ailleurs dans le monde. Il faut qu'il y ait une composante humaine très importante pour qu'une œuvre puisse être protégée par des droits d'auteur. Dans ce cas-ci, il parle d'art, mais en somme toute, l'art au sens du droit d'auteur, c'est des livres, c'est de l'écriture, c'est du code informatique. Donc, le code généré par du AI n'est pas protégé techniquement par du droit d'auteur. Donc, on embarque dans un autre sphère, puis je pense que les gens n'ont pas complètement aperçu cet aspect-là des choses. Puis je pense que de ce côté-ci, la Cour suprême est du bon côté, du moins de la façon que la loi est écrite et l'esprit de la loi aussi. Que s'il fallait qu'on commence à mettre du droit d'auteur sur de la génération par la machine, je pense qu'on n'aurait pas fini, puis je pense qu'on aurait plus de problèmes que de solutions. Et il faut aussi admettre que le retour au domaine public, comme j'avais fait mention fin d'année passée, est importante pour réalimenter cet univers-là de créativité
Et a priori, le AI n'est pas créatif. Le AI n'est qu'une machine à répliquer ou remixer les éléments. Quand on amène un contexte humain, c'est là que la vraie créativité se passe. Jusqu'à preuve du contraire, mais pour le moment, c'est encore comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est toujours important de protéger les œuvres des humains dans un délai raisonnable pour ensuite les retourner à la communauté pour que ces œuvres-là puissent resservir à régénérer des nouvelles idées et continuer à amener le cercle de la créativité comme ça vers plus loin, qu'on puisse continuer à imaginer, à développer, à voir des choses nouvelles. Le LLM est capable de découvrir les pseudonymes ou les utilisateurs qui se cachent dans un pseudonyme. C'est intéressant comme analyse. Allez lire le texte au complet parce qu'il est très, très complet sur l'analyse mathématique qui est associée à ce genre de choses-là. Par ailleurs, ce que ça démontre, et c'est la force même du LLM, c'est cette capacité d'analyse statistique qui est très, très puissante, et donc d'être capable de reconnaître les styles d'écriture, d'être capable de reconnaître différents autres petits éléments qui nous caractérisent, nous, et nous permet facilement de nous repérer, même si on utilise un pseudonyme, quand on écrit, par exemple, ou qu'on fait d'autres interventions sur les médias sociaux, par exemple, qui sont plus faciles à retrouver. Moi, dans l'exemple, je sais, ça fait longtemps qu'on me le dit, mon style d'écriture est très particulier parce que j'utilise des temps de verbe qui sont non conventionnels dans la plupart des textes qui sont écrits, ce qui me caractérise énormément dans ma façon d'écrire. Il y a d'autres choses aussi qui sont visibles, mais c'est un des éléments qu'on m'avait mentionné il y a plusieurs années, qu'on était capable de connaître que c'était moi qui étais en arrière d'un texte, puisqu'il y avait certaines façons d'utiliser des temps de verbe qui étaient très caractéristiques à ma façon d'écrire en français et également en anglais aussi, là, ce genre de choses-là, parce que ça se transporte dans les deux langues, la façon qu'on réfléchit, puis ça teinte les choses. Bref, donc ces outils-là sont très puissants, donc on est dans un univers où on va perdre de plus en plus la capacité de se cacher dans un pseudonyme, à moins de lisser le contenu qu'on désire envoyer, mais bref, c'est comme ça. Création d'une librairie open source basée sur une chose qui est déjà existante, qui est déjà en large utilisation un peu partout, et le fait de l'avoir écrit littéralement avec du code ouvert, en fait, retirer la licence LGPL qui était dessus. Ben, le style de base est toujours sur LGPL. La nouvelle version écrite par du AI est sur du MIT, qui est beaucoup plus souple comme licence. Puis dans les faits, ça n'a pas été testé aussi, le droit d'auteur, comme je pensais plus haut. Ça n'a pas été testé, mais bref, ça a été remis sur du MIT, qui est très, très libéral comme licence. Et ça crée une forme de schisme, puisqu'on est capable de réécrire du code. Il a été testé d'ailleurs avec des outils de comparaison, savoir si ça avait été de la copie ou à quel point c'était copié. Puis il y avait, je pense, 1,3% de similitude entre le code original et le code réécrit from scratch de l'intelligence artificielle. Donc, ça amène des éléments importants quand on va être capable de réécrire facilement ce qui existe déjà pour contourner des licences. Là, c'est de l'open source, c'est une chose. Puis il y a un certain objectif de mettre du LGPL, par exemple, parce qu'on veut comme faire respecter notre droit jusqu'à un certain point, puis tout ce que ça comporte. Mais c'est important aussi que ces droits-là soient faits. Puis donc, le fait que GPL et LGPL ont été inventés, ont été conçus pour permettre de protéger les créateurs et leur permettre de donner un certain contrôle sur leur création. Et je pense que dans le monde littéraire, par exemple, ou dans tout le monde ce qu'on appelle le monde des arts, au sens large, ça sert beaucoup et ça a permis une forme de prospérité dans cet univers-là, ces droits d'auteur-là. Fait que donc de recréer un peu de frais, quelque chose qui existe déjà, ben, ça vient briser un peu cette mécanique-là. Fait que ça va être intéressant de voir comment les choses vont se dérouler. Et la création de code en source ouverte est une chose très importante. Ça nous a servi énormément. Il y a beaucoup de zones d'ingénierie. Puis aussi, ça ramène sur le fait que le code est généré par du AI n'est pas de aussi bonne qualité que par des humains, surtout par des logiciels qui ça fait très très longtemps qu'ils roulent et qui ont connu beaucoup d'amour, d'ingénierie et qui ont donc beaucoup de raffinement qu'on ne retrouvera pas dans des logiciels écrits par du AI, par exemple, tout moins dans les itérations qu'on a présentement. Donc, c'est un peu comme ça. Dernier de cette section-là, il y a Obliteratus, qui est un projet Git qui sert essentiellement à casser les guardrails des modèles, principalement des modèles qui sont téléchargés open source, hein, qu'on télécharge. Il y a 4 phases d'analyse. C'est très intéressant d'aller lire la page Git parce qu'il y a une belle explication. Puis ça ne me dérange pas de le partager parce que de toute façon, ces informations sont publiques. Donc, j'invente rien puis je ne propage pas quelque chose qui est très nouveau en soi. Mais c'est intéressant les axes d'analyse que l'outil fait
pour réussir à passer à travers les guardrails qui ont été mis dans l'entraînement du modèle, donc de passer à travers ces guardrails de l'entraînement et d'arriver à l'objectif. Ça revient aussi au fait que le AI n'est incontrôlable. Donc, on met un AI dans les mains de n'importe qui, il peut faire à peu près n'importe quoi parce que c'est virtuellement impossible de mettre des guardrails dans un modèle qu'on donne à quelqu'un parce qu'il va réussir à le casser d'une façon ou d'une autre. Ou à la limite, peut-être qu'un jour, on va avoir suffisamment de ressources pour entraîner nous-mêmes les modèles. Donc, dès lors, on va se retrouver dans une situation aussi problématique. Fait qu'il faut changer un peu le paradigme. Puis je pense qu'on n'est pas encore tout à fait là. On lutte dans un monde nouveau avec des outils anciens. Je ne suis pas sûr qu'on va gagner ou on va remporter grand-chose. Ça serait peut-être le temps de changer le type de moyens qu'on utilise devant nous sur comment on veut contrôler, comment on veut assurer la stabilité sociale, comment on veut s'assurer que la prospérité de notre société. Donc, il y a peut-être beaucoup de choses. En tout cas, bref, le AI amène beaucoup de réflexions. Je pense qu'on ne veut pas vraiment faire, fait qu'on a un peu de problèmes. Cette semaine, j'ai une section spécifique sur la guerre. Ça se peut que je continue d'avoir des sections spécifiques sur la guerre, puisque la guerre en Iran amène ou amplifie des situations qui sont guerrières dans lesquelles on vit. Ça amène beaucoup de chaos encore dans cette zone-là du monde, puis c'est un peu fou ce degré de chaos-là que ça génère. Donc, c'est un peu fascinant. Enfin, peut-être, en tout cas, bref, peut-être cette section-là va durer plus longtemps que juste une semaine, mais on verra. J'espère pas, mais la vie étant ce qu'elle est, et mon petit pas sur l'arrêt des guerres et pas, j'ai pas la prétention d'être capable d'arrêter une guerre de mon propre pouvoir, contrairement à d'autres personnes qui pensent qu'ils ont ce pouvoir-là. Mais bref, les GPS, les attaques GPS ont augmenté énormément depuis le début de la guerre en Iran. C'est normal, c'est des outils qui servent énormément à contrôler les missiles, servent énormément à contrôler les objets militaires. Il y a des satellites GPS militaires aussi également. Il faut savoir que ces technologies-là sont un peu à côté, que les GPS publics sont de moins bonne qualité et sont moins précis, puis ils ne sont pas chiffrés, puis un paquet d'affaires qui sont qu'on est capable de tromper le signal. Parce que les satellites militaires, les GPS militaires ne peuvent pas être corrompus de cette façon-là, du moins avec les moyens qu'on a actuellement. Donc, c'est pas normal. Par ailleurs, il y a tellement de systèmes dans notre société qui reposent sur la présence de ces objets-là, nous cause énormément de problèmes pour être capable de continuer à fonctionner comme société. Donc, c'est très fascinant parce que les bateaux, entre autres, utilisent beaucoup ça, les drones utilisent beaucoup ça, les avions, parce qu'il y a eu des avions il n'y a pas si longtemps que ça qui ont été détournés de leur trajectoire. Ils auraient pu rentrer dans des zones, dans des espaces aériens dangereux et se faire justement attaquer parce qu'ils étaient rentrés dans une zone aérienne non autorisée d'un pays hostile. Donc, c'est très, très fascinant, ce genre de choses-là. Il y a deux choses là-dedans. Pour les GPS civils, je suis un peu étonné que les systèmes ne détectent pas quand il y a un changement trop radical dans les positions. Ou bref, en tout cas, bref, ça, déjà, on pourrait au moins améliorer un peu les récepteurs de GPS. Je trouve qu'il y a un travail à faire de ce côté-là. Donc, j'espère que c'est en train de se faire depuis le temps qu'on connaît les attaques possibles. Et c'était jusqu'au DEFCON qu'en 2024, le dernier, je suis allé, régulièrement, je changeais de position. Mon GPS, il me mettait à Seattle, il me mettait à New York, puisqu'il y avait des gens qui jouaient avec les signaux GPS et nous faisaient déplacer comme ça. Donc, il y a ça, durcir les lecteurs, les clients GPS. Et l'autre, c'est de se trouver des moyens alternatifs pour réussir à trouver notre position. Je sais qu'avec les cellulaires modernes, ils vont se fier sur la géolocalisation des tours cellulaires pour nous positionner, mais je pense qu'on doit trouver d'autres stratégies pour aider à nous positionner, parce que si on se base que sur le GPS, je pense qu'à terme, on va avoir des problèmes. Et donc, si on a des attaques à plus grande échelle, on pourrait causer des problèmes beaucoup plus des dommages beaucoup plus importants aux sociétés dans lesquelles on vit et pourrait amener une forme d'instabilité dans laquelle on est. Donc, ça serait important qu'on soutienne ce genre de choses-là. Mais pour le moment, en tout cas, du moins, ce qu'on vit dans le quotidien en Amérique, c'est pas si pire que ça. On n'est pas trop dépendant. Mais il y a des gens qui, je pense, qui seraient plus capables de conduire si on n'avait plus de GPS qui fonctionnerait correctement et qui se ramasseraient probablement dans le fond du fleuve parce que, bon, bref. Apprenez à lire une carte, apprenez à conduire correctement sans GPS. La cyberguerre de l'Iran est commencée. C'est intéressant. Il y a des axes intéressants puis il y a des informations contradictoires de ce côté-là. Autant les services de renseignement disent faites attention, les business, vous allez faire attaquer plus que ça. On a vu des attaques très spécifiques sur les caméras en Israël et à Téhéran.
Téhéran a été plus efficace parce que ça a permis de positionner exactement tout le bombardement qu'il y a eu essentiellement et a permis de tuer le chef de l'Iran efficacement dans ce cas-ci par le hack de ces caméras-là. De l'autre côté, l'Iran essaie d'attaquer les caméras en Israël, donc c'est un peu la même chose. C'est un peu pareil. Il y a des informations contradictoires qui disent que dans les gens qui observent les honeypots, les vrais sondes sur Internet, ne voient pas de fluctuation, de modification réelle, puisque l'Internet en Iran est relativement fermé de 1. Et de 2, ben, il n'y a pas de capacité réelle, il n'y a pas de mouvement qu'on pourrait associer efficacement avec l'Iran pour le moment. Donc, il y a des informations contradictoires, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de désinformation qui est là-dedans. J'ai l'impression que ça sert les intérêts des gens de s'énerver puis de dire que c'est ça, c'est la fin du monde, puis on va connaître un Pearl Harbor numérique. Ça fait longtemps qu'on nous le promet, c'est jamais arrivé, puis il arrivera probablement jamais non plus. En tout cas, pas dans ces conditions aussi. Donc, prendre ça avec un grain de sel, puis c'est intéressant de voir qu'on retombe dans encore des éléments de désinformation, un peu comme on avait vu au début de la guerre en Ukraine, où laquelle j'avais été très irrité de cette situation-là. Pas mon petit ego, parce que j'avais maintenant vérifié de 2 sources différentes les nouvelles parce que je n'étais pas capable de me fier à une seule source de nouvelles parce que ça disait à peu près tout et n'importe quoi. Et c'était complètement faux. Le cybercommande US dit qu'il a réussi à défaire les communications et les senseurs en Iran, chose énoncée qui reste à confirmer, mais quand même intéressant de voir que ça fait partie maintenant des communications de guerre, puis ça fait partie des stratégies de guerre d'attaquer tout ce qui est communication, les senseurs et ainsi de suite, puis il y a des cybercommandes qui sont associées à ce genre de choses-là. Le rôle du cyber dans cette guerre-là, c'est reste à voir à quel point on va voir. Mais ce qui est intéressant dans ce contexte-ci, puis qu'on voit déjà en Ukraine, l'Ukraine a été un bon endroit pour tester l'usage de l'intelligence artificielle dans un contexte de guerre, surtout dans des cas de drones en Ukraine, qui sont rendus très, très bons dans la construction et le pilotage de drones. Ils ont des écoles spécialisées de pilotage de drones, de guerre, de concours. Parce que bref, c'est spectaculaire. Fait ils sont en train de tout développer une culture du pilotage de drones en Ukraine, donc ça va être complètement fou. Et l'autre côté de l'Iran est une autre place où ils vont tester. On l'a vu que semblerait que Claude aurait servi à la planification du bombardement en Iran. Donc, on voit de plus en plus l'usage dans ces sphères-là et ça va devenir l'équivalent du brouillage GPS dans pas très longtemps. Le brouillage du AI va devenir une stratégie de guerre qui va, je pense, probablement imminente, là, comme on peut le voir avec la chicane entre le Pentagone et Anthropique, par exemple. Il ne serait pas exclu qu'il y ait cet élément-là qui arrive. Et pour finir cette section-là, avec un petit chose un peu plus léger, au 19e siècle, il existait des bombes pour faire dérailler des trains. Et ces bombes-là étaient cachées, ce qu'on appelait des torpilles à l'époque, se cachaient dans des morceaux de charbon. Il y avait des morceaux de charbon qui étaient piégés et on mettait à la vue des bombes qui faisaient dérailler ou exploser les chaudières des trains. Donc, essentiellement, c'est une stratégie qui était placée pour faire ce genre de choses. C'est intéressant de voir dans le passé comment l'imagination s'était faite pour réussir à avoir la main sur des situations guerrières. Donc, de voir à quel point on est en train de développer des choses comme ça maintenant, mais on est encore en train de travailler sur des stratégies plain sight, j'aime bien ça, cachées à vue. C'est des stratégies qui sont largement utilisées, puis c'est fascinant à quel point les gens ne remarquent pas les choses à pleine vue. Bref, c'est fascinant, mais c'est des questions d'éducation je pense qu'on doit avoir et d'être vigilant, puis de voir comment les choses vont avancer, parce que la guerre va probablement finir par nous toucher, malheureusement, mais je pense qu'on n'en sortira pas. Souveraineté numérique, l'Europe continue, mais ça avance pas super bien. Enfin, l'euro digital ou l'euro numérique va vous servir à remplacer Visa, Mastercard. Encore là, je suis encore dans un contexte où j'ai de la misère à comprendre parce que Visa et Mastercard ne sont pas des pourvoyeurs d'argent. Ils sont faux. Ils servent, c'est des transporteurs d'argent. Mais c'est pas eux qui créent l'argent. Fait que je comprends pas la volonté de faire une monnaie numérique quand la numérisation de l'argent ne passe pas. Fait que tout ça me fascine. Je ne comprends pas, même si j'ai lu les textes, il y a quelque chose qui ne cloche pas dans ma tête. Enfin, je ne comprends pas, mais bref, ils travaillent là-dessus. Mais en même temps, s'ils pouvaient
Si dans le fond, ce duopole-là de le briser, ben, je pense que ça serait pas mauvais, puis ça ramènerait peut-être des coûts beaucoup plus raisonnables sur l'usage de ces monnaies numériques-là. Bref, c'est un peu ça. Là, en Europe, là, il y a eu ces deux articles contradictoires. D'un côté, l'Europe est en train d'homologuer une suite qui est essentiellement Nextcloud hébergée par Collabora. En tout cas, bref, pour l'usage de ces services, mais de l'autre côté, aussi drôle que ce soit. Et c'est une des choses que je reproche notamment à l'Europe. Ils sont bons pour donner des règles, faire des choses, mais moins bons pour les faire appliquer. Ou sont bons pour en parler, mais sont moins bons sur la pratique. Puis ça, c'en a un exemple, lequel, de l'autre côté, le même Parlement oblige les gens à utiliser des fichiers en Excel. Donc, d'un côté, ils disent oui, utiliser une suite souveraine et ainsi de suite. De l'autre, utiliser des fichiers Excel. Donc, maintenant, il faut faire. Fait que je trouve ça un peu particulier parce que j'aime beaucoup l'effort souverain européen, mais je le trouve un peu, des fois, un peu mou. Puis ça, c'est un exemple de cette mollesse-là. Je pense qu'il y aurait intérêt à se ressaisir et avoir les bottines sur les babines, essentiellement, comme on dit ici. Section suivante, privacy. Première nouvelle, puis celle-là me fascine parce que là, il y a une grande esbrouffe sur le fait qu'on est capable de traquer les senseurs de pression de pneus par le 4 marques. Ça fait longtemps que ça se fait que je suis un peu fasciné pourquoi ça revient dans les nouvelles à ce stade-ci. Qu'est-ce que ça a changé depuis les 15 dernières années qu'il y a des senseurs? Il y en a peut-être de plus en plus d'autos qu'il y en avait il y a 15 ans, puis on s'énerve un peu plus. Mais bref, ces senseurs-là, effectivement, ont une identité unique. Ils n'ont pas d'éléments au hasard. En tout cas, bref, ne sont pas faits pour ne pas être traqués. Donc, effectivement, mais encore là, c'est comme plein d'autres systèmes. J'ai des Wi-Fi d'auto que je capte de chez nous parce que j'ai un système de surveillance Wi-Fi qui me permet de voir tout ce qui est dans mon entourage. Et la quantité de Wi-Fi d'auto avec juste le SSID qui identifie clairement l'auto. Là, on s'énerve sur des choses de pneus, mais il y a des Wi-Fi dans les autos qui sont aussi même plus bruyants à certains égards, qui ne demandent même pas de logiciel spécialisé. Dans le cas de la pression des pneus, il faut un minimum d'équipement. C'est pas très compliqué, c'est pas très cher, mais il faut faire un effort. Sans effort, je suis capable de traquer n'importe quelle voiture qui a un Wi-Fi ou toute voiture récente qui a un Wi-Fi dedans. Là. Et en plus, c'est des voitures haut de gamme, fait que c'est encore plus facile à traquer. C'est des gens qui ont plus de moyens. C'est comme, bon, fait que bref, je pense qu'on s'énerve sur quelque chose qu'on ne devrait pas s'énerver, mais je pense qu'on devrait s'énerver sur plus de choses, mais on ne s'énerve pas. En tout cas, c'est mon take là-dessus. Je trouve ça un peu fascinant, ces montées-là. Motorola fait un partnership avec GraphenOS pour loader sur ses téléphones cellulaires. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a eu comme un petit drame avec GraphenOS l'an dernier avec la France notamment et en Europe, puis que j'avais pas trop compris la nature de ce drame-là, pourquoi la France et l'Europe étaient en chicane contre GraphenOS. Et le fait que GraphenOS a sorti toutes ces machines de l'Europe, sorti ses systèmes d'OVH. Bref, ça a été particulier. Je ne sais pas. À ce jour, je n'ai pas compris ce qui s'était passé et pourquoi ça avait fait ça. Mais bref, j'aime bien GraphenOS parce que c'est un Android détaché du monde de Google. Donc, pour des gens qui ne veulent pas vivre dans ce monde-là, je pense qu'il y a un intérêt de plus en plus grand de vivre en dehors de ces mondes-là, de ces espèces de bohème numérique, de vivre dans la nature. Puis un peu comme on voit au Canada notamment, d'aller vivre dans la nature et de vivre en dehors de la société, d'avoir cette espèce de rejet des affaires courantes. Fait que bon, c'est intéressant. J'aime beaucoup, puis ça, j'aime beaucoup GraphenOS comme étant un système d'exploitation sur mes téléphones secondaires dans lequel j'utilise. Le Meta, celle-là est assez impressionnante. Le fait que les lunettes de Meta enregistrent relativement tout. Encore une fois, des humains en arrière de ça, dans des pays où ils sont sous-payés d'ailleurs, analysent les contenus vidéo qui sont envoyés et essentiellement, ce qui a été découvert, c'est que il y a des photos avec des gens nus, il y a des photos où on voit les cartes de crédit, il y a des photos qu'on voit plein d'informations sensibles, il y a plein de choses comme ça. Donc, ça amène énormément de problèmes d'avoir ce type de technologie-là sur nous. Et ces compagnies-là se servent de ces informations-là pour en apprendre sur nous déjà. Déjà que les gens sont stressés parce qu'ils pensent que leur téléphone les écoute. Quand des faits, ils n'écoutent pas. Ils n'ont pas besoin, ils ont des gens avec des lunettes.
qui écoutent constamment ou qui enregistrent visuellement tout ce qui se passe. Fait que dans le fond, on n'est pas comme à la bonne place dans nos préoccupations. C'est un peu spécial parce que toutes ces données-là se créent. Mais allez là, c'est très, très long article, très recherché. Et à savoir à quel point, dans les faits, Meta voit tous qu'avec ces lunettes-là. Autre article aussi super intéressant sur les credentials anonymes. C'est une façon, puis parce que j'ai beaucoup de plaisir à parler avec les gens qui travaillent en identité. Moi, je ne suis pas spécialisé en identité parce que ça demande une certaine base en crypto que je n'ai pas. Et donc, certaines maîtrises, certaines souplesses. Bref, c'est super le fun. J'aime beaucoup parler. Il y a des belles startups au Canada là-dessus. J'avais parlé avec un dude en mission à l'étranger avec ça. On a eu beaucoup de plaisir. Et j'avais enregistré un podcast justement avec lui sur l'identité numérique dans un contexte canadien. Puis on avait abordé un peu ces concepts-là. Et dans les faits que là, ça va très, très loin. Cet article est très, très intéressant parce qu'il permet de voir à quel point on peut avoir une identité qui va être capable de démontrer qu'on a plus que 18 ans, par exemple, pour rentrer dans un bar, mais qui ne divulguera rien d'autre sur nous, mais qui va être capable de rattacher à nous pour de prouver qu'on fait la transaction et qu'on a les paramètres qui nous autorisent à faire la dite transaction. Et ensuite, pouf, ça peut devenir éphémère et disparaître et ne plus être là. C'est super intéressant les articles parce que pour ceux qui s'intéressent à l'identité numérique, il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est beaucoup plus complexe qu'on a tendance à penser. Et c'est pour ça notamment qu'on a des difficultés dans plusieurs projets qui sont relais de l'identité d'arriver à quelque chose de stable, robuste, rapidement. Parce qu'il y a tellement de détails, il y a tellement de crypto, il y a tellement de couches qu'il faut être connu que, bon, bref, mais celle-là, c'est super intéressant parce qu'on a des informations très, très chouettes à l'intérieur de celle-ci. Il y a une application sur Android qui permet de détecter les lunettes autour de nous. Je parlais des lunettes de Meta qui filment tout. Il y a des applications sur Android qui permettent de détecter sur la base du Bluetooth, du code Bluetooth qui est émis par ces lunettes-là. Donc, essentiellement, ils détectent de cette façon-là. Si vous ne voulez pas vous faire filmer de façon à votre insu par des gens qui ont des lunettes comme ça. TikTok ne veut pas encrypter les messages privés bout en bout selon des prétextes de sécurité. J'ai lu l'article au complet, je suis un peu perplexe parce qu'il y a des gens de protection de l'enfance qui vont dire bravo, c'est bien qu'il faut être capable d'aller voir les informations à l'intérieur, il faut protéger les enfants et ainsi de suite. Mais en même temps, je reviens, je pense que c'est la semaine dernière que j'en ai parlé. Pendant le confinement, j'ai été mis où j'ai été éveillé à une situation que je ne connaissais pas. À quel point, notamment dans le confinement, d'avoir mis tous les enfants à la maison tout le temps, a exposé des enfants à beaucoup plus de violence familiale. Donc, ça l'a mis en danger des enfants essentiellement comme ça. Et je suis un peu plus dans des communautés un peu plus en marge. Et de discuter avec eux m'amène dans un contexte ou une compréhension un peu plus grande. Pas tant, là, parce que je ne le vis pas au quotidien. Je vis quand même dans mon espace confortable. Mais ces gens-là vivent dans une certaine zone de risque qui est différente de la mienne. Et bon, j'en comprends davantage. Donc, le fait que les enfants puissent être espionnés par TikTok ou puissent être espionnés par peu importe l'entité qui va espionner les communications des enfants ou qui va dériver des communications avec ça, ça amène des problèmes. Fait que je ne suis pas sûr qu'on protège tant les enfants en clamant le fait que de ne pas mettre de chiffrement, mais bon, c'est un débat, puis je ne le maîtrise pas très bien. Fait que les groupes pour les enfants disent c'est une bonne chose que TikTok ne chiffre pas. Moi, je suis plus du genre chiffrer tout parce que ils vont finir par l'échapper, ils vont le perdre, ces données-là vont être rendues publiques. Fait que c'est très particulier comme débat. Je lance ça dans l'univers. Bon, si vous voulez. Donnez-moi vos opinions parce que c'est pas clair dans ma tête pourquoi. Puis à sa face même, je trouve pas que c'est une bonne idée que TikTok ne chiffre pas bout en bout les communications, les messages privés essentiellement. Donc moi, je suis un peu, mais il peut y avoir effectivement des appuis très valides que je ne comprends pas parce que c'est des univers dans lesquels je ne suis pas ou je n'ai jamais été exposé. Système 76. 6-7 à l'envers. Bref, sur la vérification de l'âge, toutes ces stratégies, toutes ces lois-là, puis il pose une critique sur la façon que les lois sont faites, la façon que les parents repoussent sur la société, donc les lois, d'agir sur leur rôle de parent et sur leur rôle de gardien des enfants, d'éduquer les enfants. L'article est intéressant parce que ça l'amène le fait aussi que les enfants sont fondamentalement très curieux. Et en général, ils vont essayer de casser tous les systèmes. S'ils ne sont pas capables d'aller à une place, ils vont aller à une autre. S'ils ont d'autres façons de le trouver, ils vont le trouver de toute façon.
Donc, l'éducation est une approche beaucoup plus robuste que le blocage en tant que tel. Quand mes enfants étaient beaucoup plus jeunes, j'avais testé ces choses-là et j'ai abandonné très rapidement. Puisque ça ne change pas grand-chose dans les faits, ils vont trouver d'autres moyens. Ils vont trouver... Fait que dans le fond, c'est un rappel comme adulte que les enfants et les adolescents sont très imaginatifs pour contrôler les systèmes. Et plus on met la barrière haute, plus ils vont être imaginatifs pour le faire. Fait que c'est de regarder comme ça, regarder qu'il faut désigner les choses pour des humains et non de penser dans notre place de vieux homme blanc qu'on a oublié, qu'on a déjà été des enfants, qu'on a déjà été des adolescents, qu'on a ce goût de dépasser les systèmes et tout ce qui existe. Et de faire un avec ça et d'accueillir ce goût-là de l'exploration des enfants au lieu de les bloquer, mais juste les encadrer. Je pense qu'on essaie d'industrialiser le fait que les parents ne veulent plus faire ça pour différentes bonnes et moins bonnes raisons. Donc, je suis très perplexe. J'ai été dessus, puis un peu comme dans l'article en question, d'encadrer et d'éduquer mes enfants plutôt que de les débloquer, même si j'ai essayé de le faire à un moment donné, puis je me suis vite rendu compte que je perdais mon temps et que les autres stratégies étaient beaucoup supérieures en termes d'effets sur ça. X utiliserait une compagnie israélienne d'anciens de l'armée pour faire la vérification des identités. Et ensuite, les gens s'étonnent que leur identité se promène, que ça l'a fuité, que c'est dans des bases de données. Ces grands acteurs-là, les tech bros, ces grands acteurs-là, les grands du GAFAM essentiellement maintenant, mais on va dire les plus gros, c'est Facebook puis X à l'heure actuelle, Meta, qui sont en fond les deux plus gros de ces univers-là du réseau social et ne servent qu'à revendre vos informations. Fait que je pense qu'on est plus que mûr de sortir de ces environnements-là, d'arrêter de manufacturer des fausses vedettes et d'aller dans des systèmes de communication fédérés, que j'adhère beaucoup d'ailleurs, et de modifier notre élément parce qu'on ne fait qu'on contribuer à la système de surveillance. Je vais en parler plus haut. Je continue à en parler. La surveillance, elle fait partie de là. Le LLM donne des outils encore plus efficaces pour nous repérer en ligne, passer à travers d'énormes bases de données. Donc, on est dans ce contexte-là. Fait arrêtez donc de contribuer au problème. Article sur la banalité de la surveillance, puis c'est intéressant parce que ça l'amène le fait justement cette espèce, puis là c'est un peu contraire à ce que je dis, où les gens sont habitués à se faire surveiller, donc ne font plus attention, donc ça les dérange plus, ils bougent plus. On est dans ce contexte-là, fait que je pense qu'on est rendu saturé, puis il faudrait changer les règles, il faudrait que le législateur change les règles pour nous amener à un endroit beaucoup plus serein et beaucoup moins surveillé, parce que le fait qu'on se sente surveillé et aussi changer nos comportements, ça a des effets négatifs. J'ai vu des études sur l'enfance aussi, que la surveillance, parce que je n'ai pas fait la surveillance de mes enfants non plus, que le fait que les enfants se sentent surveillés, vont agir, vont développer des codes pour contourner la dite surveillance et vont se placer ailleurs. Fait que je trouve ça un peu particulier. Je préfère vivre librement et que mes enfants viennent me parler librement, pas parce que je les ai espionnés de quelconque façon. Il y a d'autres façons d'aller chercher d'aller parler avec un enfant qu'on croit qui est dans une situation périlleuse et qu'on est capable de le sortir de ça sans le surveiller ou sans agir de façon très, très invasive dans la vie du dit enfant. Dernier élément de cette section-là, puis je trouve ça très drôle parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit, on a vu dans certaines séries ou films. Là, sous le grand vocable du conte du silence, c'est un appareil qui va annuler le son, la captation des micros dans un espace assez petit, par exemple, mais quand même qui va couper la possibilité de captation des micros. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans des films d'espionnage ou ce genre de choses de conte du silence, par exemple. J'aurais aimé ça l'acheter, en tout cas en prix, il est en pré-vente, mais le prix est un peu trop exorbitant pour faire ce genre d'essai-là, d'achat un peu frivole. Parce que j'en ai pas vraiment besoin de ce type de technologie-là. Je ne suis pas une personne qui est visée par ce genre de choses-là. Mais par ailleurs, j'aurais aimé ça, j'aurais trouvé ça très drôle d'avoir ça dans les mains et je me serais probablement bien amusé. Mais bref. Et je l'aurais testé jusqu'à ses capacités. Section suivante, la section rouge. Le fisc sud-coréen diffuse dans un communiqué de presse ses clés de crypto-monnaie. C'est intéressant parce que finalement, le voleur a retourné la clé parce qu'il s'est rendu compte qu'il était dans un marché non fongible, donc il était capable de rien faire. Mais c'est une démonstration à quel point on manque d'éducation sur toutes ces petites affaires-là, ces petites nuances-là, ces petits knick-knacks-là qui existent dans le monde et
pas que les gens sont incompétents, mais ils n'ont pas été éduqués correctement à comprendre l'importance de ces clés-là ou de ces mots de passe de crypto. Donc, ils les ont laissé fuiter sans vraiment faire exprès, mais qui auraient pu faire ça autrement. Article suivant, des outils de piratage du iPhone développés pour les États-Unis se retrouvent dans les mains de criminels. C'est toujours comme ça. C'est pour la même raison pourquoi il ne faut pas mettre une clé maître pour déverrouiller la crypto de tous les téléphones, parce que tôt ou tard, on va se ramasser dans les mains des criminels. Il va y avoir un problème de manipulation d'un employé de l'État. On l'a vu avec la Corée du Sud qui a échappé les mots de passe de sa crypto. Ben, la même chose, j'ai oublié le mot de passe, j'ai échappé le mot de passe qui déchiffre tous les téléphones. Donc, puis ça va tomber dans les mains de criminels nécessairement. Donc, c'est des chemins qu'il ne faut pas aborder, mais c'est pas étonnant que cette situation-là arrive. Il y aurait eu des activités suspicieuses sur le réseau de surveillance du FBI. Certains articles disent que la Chine aurait été là, mais le réseau de surveillance étant celui où les écoutes se font et tout se fait. Donc, c'est un peu particulier que ça soit exposé comme ça. J'ai pas plus d'informations sur ce stade-ci. Je sais que d'autres informations sont sorties aujourd'hui, mais comme j'enregistre comme si j'étais hier, je n'ai pas lu ces dites informations-là. Plus que 900 certificats ont leur clé privée d'exposer, soit sur GitHub notamment ou dans d'autres places. Clairement, les gens, encore là, c'est une question d'éducation. Les gens ne sont pas assez éduqués, ils ne comprennent pas le danger ou les risques qui sont associés à ces actions-là. Donc, essentiellement, sont un peu négligents parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe avec ou ce qu'ils manipulent dans les choses. Donc, traîner des choses comme ça, c'est un peu fascinant, mais encore là, c'est une question de problème d'éducation où les gens n'ont pas la connaissance suffisante pour comprendre ce qu'ils font. Donc, à ce moment-là, de prendre des décisions conséquentes par rapport à ce qui se passe. Section suivante, bleue. Très rapidement, parce que là, il y avait vraiment trop de nouvelles. J'ai vraiment eu de la misère à filtrer. Comment bref, le Tempest s'est réinvité au Congrès américain. C'est très drôle que on reparle de ces éléments-là, que les législateurs américains s'intéressent à cette vieille technologie-là ou cette vieille façon de protéger les radiations des téléphones, des appareils électroniques pour se faire de la captation. C'est plus autant utilisé que ça l'a déjà été pour beaucoup de raisons, parce que les appareils fuitent beaucoup moins qu'ils fuitaient à une certaine époque, de un. Juste l'exemple des écrans cathodiques où c'était tellement facile de pouvoir de capter puis de reproduire l'image à distance, contrairement aux écrans LCD, par exemple, où c'est plus difficile. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile. De ramener ça dans des conversations, c'est très intéressant de voir qu'ils ramènent ça. Bref, ça m'a fait beaucoup rire de revoir du Tempest en 2026. Quoique c'est encore pertinent, puis ils ont des salles spécialisées comme ça aux États-Unis, là, ce qu'on appelle les SCIF, qui justement protègent ces choses-là, mais il demeure que je trouve ça très drôle que ça revienne dans la conversation publique. Davantage, le président américain a divulgué une stratégie cyber. Pas grand-chose de transcendant dans celle-ci, sauf certaines absurdités entre les actions et ce qui est dit. Autant il désinvestit beaucoup, met beaucoup moins d'énergie là-dessus. Ils sont plus dans un contexte de guerre cinétique, moins dans une guerre cyber, mais moins d'argent dans les infrastructures majeures américaines qui permettent de protéger adéquatement les États-Unis. Et de l'autre côté, on veut faire des affaires. Bref, c'est un peu étrange. Je les laisse aller voir un peu où ça se dirige, mais moi, j'ai pas. Bref, tout ça me fascine énormément. Et je comprends pas où les États-Unis s'en vont avec leur stratégie, puisqu'ils ont littéralement laissé tomber la cybersécurité depuis 2025. Dans l'essentiel, là, c'est tout ce qui était magnifique des États-Unis, ben, c'est en train de devenir comme tout le monde, finalement. Dernière nouvelle de cette section-ci, les paris ou les marchés prédictifs, essentiellement le pari sur les élections. Il y a une organisation qui essaie de lutter contre ça ou de rendre ça illégal. Et à bien des égards, il y a aussi des questions à se poser sur le fait que il y a des compagnies qui prennent des paris sur le déclenchement de la guerre en Iran, par exemple. Bref, il y a beaucoup de choses particulières dans le monde réel et je ne suis pas sûr que de mettre des paris sur ces événements-là, on a quelque chose de favorable ou qui amène quelque chose de positif pour la société, puis il faut faire dévier encore des éléments toxiques de notre société. Fait que je ne suis pas convaincu comment on peut le faire, puis je vois mal comment on peut faire ça de façon honnête ou de quelconque façon, parce que dans ce cas-ci,
si on essaie de prédire des élections puis on fait des paris sur ça de façon organisée, comme cet article-là le mentionne, là, on a un problème grave parce que les gens vont soit parier contre l'autre pour leur défaite parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont perdre, ils vont perdre. Comme on a vu dans le pari sportif où certains athlètes ont triché volontairement pour faire de l'argent. Donc, mais j'aime encore moins ça que ça touche à notre système démocratique, déjà qui est assez fragilisé depuis quelques temps. Si on continue à fragiliser notre système démocratique en rajoutant d'autres éléments toxiques comme ça à l'intérieur de celui-ci, c'est weird de façon fois 1000. Dernière section, insolite, puis juste une nouvelle dans celle-ci, puis j'ai vraiment trouvé très drôle. Ça a créé un espèce de bruit, de buzz la semaine dernière sur le fait que Microsoft aurait banni le mot microslop sur son Discord. Déjà que j'ai appris, comme beaucoup de gens, que Microsoft avait un Discord et qu'il y avait un Discord qui était pour Copilot et ils ont essentiellement barré le serveur. Ça a créé beaucoup d'émotions et beaucoup de choses. La version officielle de Microsoft, au moment où j'ai lu les articles, en tout cas au moment quand j'ai fait mes lectures hier, c'est essentiellement, il parlait de hacking, de spam et d'ainsi de suite. J'ai plus l'impression qu'ils ont perdu le contrôle de la situation et c'est parti dans tous les sens, selon les informations qui sont crédibles par rapport à ce genre de choses-là. Bref, j'essaie de compresser le maximum. Il y avait vraiment beaucoup de nouvelles cette semaine. J'essaie de plus à jour. Ma surcharge à cause du Secure est en train de passer. Je suis en train de ressortir la date de l'eau tranquillement, en train de ramener tous mes contrats à la bonne place. Donc, bref, je vous souhaite une excellente semaine. Puis, encore une fois, si vous voulez partager vos opinions, vous décider façon de faire, si vous trouvez que je pourrais m'améliorer d'une façon ou d'une autre, toujours bienvenue de me le signaler pour que je puisse justement m'améliorer, que le produit soit beaucoup plus intéressant et que j'en sorte une personne un peu plus grande. À la semaine prochaine.